Bonsoir Riyad Sattouf. Bonsoir. Alors, je parlais de cohérence capillaire à l'instant parce que on vous voit, vous êtes magnifique, vous avez peu de poils sur le caillou. Lorsque merci. vous aviez 4 ans, Riyad Sattouf, vous vous êtes d'ailleurs représenté abondamment dans cette autofiction BDesque, eh bien vous étiez blond comme Véronique Aleik. Comment est-ce possible? Non, bah c'était comme ça, et je dirais que j'avais énormément de cheveux, Oui. blond platine, et ça c'est que le premier tome. Hein. Oui. Il y a que Ça s'est 5 ans. aggravé. Donc voilà, il va y avoir plusieurs tomes, et les cheveux vont peu à peu se transformer. Oui. Voilà. En ce que l'on a aujourd'hui. Oui, car votre maman est bretonne et votre papa arabe de Syrie, de Homs, d'un village près de Homs. C'est l'histoire de cette autofiction, l'Arabe du futur, chez Alary, donc ce prix d'Angoulême. On vous retrouve dans un instant pour en parler après l'Expresso de Thibault Nolte. Au Festival de la bande dessinée d'Angoulême, Riyad Sattouf a reçu le prix du meilleur album pour L'Arabe du futur. L'Arabe du futur, c'est la création chimérique d'Abdelrazak Sattouf, docteur en histoire contemporaine, homme des années 80 et papa du dessinateur. Le docteur Sattouf croyait en un homme arabe purgé de sa bigoterie, libre et instruit. Déguisé en autobiographie, L'Arabe du futur est un manuel d'histoire rétrofuturiste dans un monde aux mains de Reagan, Giscard, Kadhafi ou Hafez el-Assad. L'histoire d'un petit blond syriano-breton, brinque-ballé entre le Cap Fréhel, Tripoli et Homs, à l'époque foyer du panarabisme, vieux rêve d'une unité et d'une grandeur arabe retrouvée. Mais le futur est devenu le présent. La Libye et la Syrie brûlent. Riyad Sattouf a désormais 36 ans et fait honneur au dessin et au cinéma qui le lui rendent bien. 900 000 entrées et un César pour les beaux gosses, inspiré des scénettes authentiques de Retour au collège et La vie secrète des jeunes, sa colonne hebdomadaire dans Charlie Hebdo pendant 10 ans. Charlie Hebdo a été flingué pour venger Mahomet, un arabe du passé. Riyad est toujours là, Dieu a voulu qu'il continue. Dieu se marre devant Pascal Brutal, citoyen d'une France présidée par Alain Madelin. Dieu aime les secrets du peuple acnéique en quête de révélations sexuelles. Dieu attend la suite, Dieu attend le futur. D'ailleurs, chez Riyad Sattouf, Dieu, c'est Georges Brassens. Alors, Dieu c'est Georges Brassens. Mais pour Johann Sfar aussi, hein, je crois. Ah bon? Ouais. Ouais. Non, Non, pour moi ça l'est vraiment. Enfin, ça ne l'était pas quand vous étiez minot, hein, quand vous étiez mouflet, trimballé par vos parents entre la Syrie et la Libye. La Syrie d'Hafez el-Assad, donc, et la Libye de Kadhafi. Le Moyen-Orient à hauteur de mouflet, ça participait d'une sorte de catharsis, de purge quasi psychanalytique. Il fallait régler des problèmes, résoudre quelque chose. Bah, disons que ça fait des années que j'avais envie de raconter... ça fait très longtemps que j'avais envie de raconter ces années au Moyen-Orient, mais j'avais peur en fait de le faire parce que je sentais bien que j'allais devoir parler de choses qui n'étaient pas forcément très agréables pour moi et aussi pour ma famille, etc. Et j'ai tourné autour pendant 10 ans. Et Le déclencheur, ça a été la guerre. voilà, c'est la guerre en Syrie, la guerre civile en Syrie. Oui, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'avais une partie de ma famille qui habitait toujours à Homs et j'ai dû les faire venir en France. J'ai eu beaucoup de difficultés. Ça a été compliqué d'ailleurs. Vous comptez le raconter, ça, la manière dont la France n'est pas forcément une terre d'accueil pour les réfugiés syriens? Voilà, bah c'est vrai que c'est ça le truc qui a déclenché mon envie de faire le tracas livre. kafkaïens administratifs. Voilà, parce que pour pouvoir les raconter, ce qu'on me racontait à la préfecture ou à l'ambassade, mais fallait que je raconte l'histoire depuis le début. Donc je me suis lancé. Alors, mon père, ce héros au sourire si doux, c'est votre père, qui est prof, qui est doctorant de la Sorbonne et qui part en Libye enseigner parce que ça ne lui a pas été rendu possible de le faire en Écosse, enfin au Royaume-Uni, et qui a une vision utopique de l'Arabie, c'est-à-dire le panarabisme. Il porte cette histoire nassérienne, vivre dans un pays où ce serait la laïcité qui l'emporterait et le progrès. En fait, il avait eu, il venait d'un petit village très pauvre près de Homs. Grâce à l'école, il était devenu docteur à la Sorbonne en histoire. Et en fait, il avait eu une proposition d'Oxford pour aller enseigner là-bas. Et il avait préféré aller chez Kadhafi. En fait, c'était conscient. Alors, il était pour le progrès, pour la modernité, pour que le monde arabe se libère socialement, etc. Mais ce n'était pas un démocrate du tout. Il était vraiment d'extrême droite. C'est-à-dire il était... pour la peine de mort, il pensait que la démocratie, ça ne servait à rien, que les gens étaient stupides et qu'il fallait les forcer à aller à l'école. Et voilà. Et c'est vrai que dans ce livre, je montre le regard d'un petit enfant qui idolâtre son père. C'est-à-dire que combien de temps ça peut prendre pour qu'on se rende compte que son père est un facho. C'est ça le truc. Et j'accompagne dans le livre toutes ces aventures par la voix off qui explique un peu le contexte.
politique de l'époque. Certes. Est-ce que la partie noble du rêve, elle n'est pas totalement évanouie, le côté l'homme arabe affranchi de la bigoterie, l'homme arabe qui totalement éduqué? Est-ce que, voilà, cette partie noble du rêve de votre père, quel regard vous avez au regard de l'actualité aujourd'hui? Oh, c'est difficile d'avoir un avis comme ça, général, politique. Moi, de toute manière, la personne dont je peux parler le mieux, c'est mon père. Et lui, c'était quelqu'un qui avait été profondément marqué par la dureté des conditions dans lesquelles il avait grandi et par l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, il appartenait à une génération qui avait été traumatisée par les guerres envers Israël et qui avait vraiment envie de prendre sa revanche contre la colonisation, contre l'histoire qui semblait tout le temps aller contre les Arabes. Mais il ne s'était pas libéré de ces... C'est-à-dire qu'il était très superstitieux, il croyait encore... D'archaïsme. Il était voilà. entre l'éducation et un archaïsme. Il était une version très éduquée et en même temps très archaïque de l'individu. Il était certain que le diable existait, il était très superstitieux, il pensait que la magie noire existait, etc. Et votre mère, dans tout ça, elle suit assez difficilement. Bretonnante. Elle est totalement en retrait. Oui, mais c'est vrai, mais alors... Pauvre mère qui doit regarder, mais en fait, elle était comme ça et elle l'admet elle-même. Hein. C'était une femme soumise, comme il y en a énormément, je pense. C'est-à-dire que c'est une femme au foyer qui faisait ce que son mari lui disait de faire. Et il n'était pas méchant. Hein. Elle pensait qu'il allait devenir quelqu'un. Elle ne s'intéressait pas forcément à la politique. Et à l'époque, Internet n'existait pas, donc on ne savait pas forcément ce qu'il y avait. Enfin, on n'avait aucun écho de ce qui pouvait se passer en Libye, en Syrie. Kadhafi, il avait des articles élogieux dans la presse française où on le présentait comme un playboy moderniste. Il y a un truc qui me frappe avant que Nadia évoque un autre sujet, c'est l'ultra-violence des gamins qui était votre lot quotidien. Une ultra-violence, on se tapait dessus, des bâtons, des animaux torturés, martyrisés, enfin une véritable violence endémique et à tous les niveaux. Disons que c'est vrai que là, ce que je décris dans le livre, c'est la vie dans un petit village à côté de Homs, qui était un village paysan. Ouais. Et je pense que c'est le milieu rural qui voulait ça. C'est-à-dire que c'était des gens qui grandissaient près de la terre, qui grandissaient avec leurs bêtes. Et il y avait quelque chose de très... Je pense que ça devait être la même chose en France dans les années 30, par exemple. C'est-à-dire, quand un âne avançait pas, on lui tapait dessus jusqu'à ce qu'on lui arrache un bout du truc pour qu'il avance. Quoi. Ça posait de problème à personne. Certes. Nadia. Oui, je crois que vous répondez assez peu aux questions des journalistes quand ils vous interrogent sur l'actu, sur la géopolitique. Mais quand vous le faites... C'est surtout parce que je suis assez mauvais. Dessinateur de BD, hein. Moi, je peux vous parler de François Hollande, mais bon, je ne peux pas dire. Non, c'est pas ça dont on voulait parler. Quand vous le faites à fond. C'était l'an dernier, c'était juste après les Européennes. Vous aviez donné une interview croisée à Télérama avec le démographe Hervé Lebras. Vous décryptiez tous les deux, à votre façon, la montée du Front National. Il y avait plein de choses très intéressantes dans cet article. Mais par exemple, vous expliquiez qu'aujourd'hui, les lecteurs du FN, c'est plus le super Dupont de Gottlieb, c'est pas le bourrin raciste avec son caleçon long, avec sa baguette, avec son pastis. Aujourd'hui, les lecteurs du Front National, pour vous, c'est ceux et celles qu'on voit dans Tellement Vrai. Tellement Vrai, c'est cette émission qui est diffusée sur NRJ12, magnifique chaîne, dans laquelle donc, on voit des hommes qui se font coacher pour trouver l'amour, qui vivent toujours chez leur mère à 50 ans, qui essayent de devenir le sosie officiel de Johnny. Parfois, ils font tout ça en même temps. Est-ce que ça veut dire que pour vous, les lecteurs du Front National aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est accablé par sa propre vie, c'est quelqu'un qui n'est tout simplement pas heureux? Oh, voilà, c'est difficile de généraliser, mais après, si on voit... Enfin, moi, à mon niveau, hein, pour les rencontres que j'ai faites, les discussions que j'ai pu avoir, j'ai l'impression que les gens qui sont tentés par les extrêmes, c'est pas des gens qui le font forcément par conviction profonde ou par, comme ça pouvait l'être, je sais pas moi, dans les années 60, 70, c'est plus des gens qui comprennent pas ce qui leur arrive et qui... Moi, l'autre jour, j'étais dans un taxi, il y a un mec, il avait une casquette en arrière, il était en train de conduire son truc comme ça. Il avait tous les attributs du mec qui déteste le Front National. Il était là, ouais, voilà, je n'ai ras-le-bol là, ce qui se passe là. Franchement, tous les problèmes, c'est les Arabes, tous les problèmes et tout. Et il commençait à me raconter, c'était complètement incohérent. Il parlait, enfin c'était... donc je pense que ça se mélange, c'est une espèce de gloubi-boulga et... Vous devriez faire du cinéma devant la caméra, c'est sûr. Riyad Sattouf, une chose, évidemment, on ne peut pas ne pas en parler. Tous vos camarades de Charlie Hebdo, vous avez travaillé pendant quasiment 10 ans. Vous envoyez des planches, La vie secrète des jeunes, à Charlie, ont tous été exécutés, enfin la plupart, le 7 janvier dernier. Qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre rapport, évidemment pas affectif à eux, c'est une tragédie, mais peut-être aussi à la liberté d'expression? Alors là, c'est vrai que aussi,
Ouais, j'ai pas encore vraiment digéré Ouais. cet événement. Moi, dans Charlie Hebdo, j'ai fait une page de bande dessinée pendant 10 ans qui s'appelait La vie secrète des jeunes. Et donc, je n'allais pas aux conférences de rédaction. Moi, je ne faisais pas de caricature, je ne faisais pas de dessin politique. Donc, c'était un peu comme des tontons qui étaient quelque part. Et je les voyais une fois tous les 5 ans, mais je savais qu'ils étaient là. Et de savoir qu'on ne les verra plus, c'est un... Vous allez dessiner dans le nouveau, Charlie, ou pas? Et en fait, je ne sais pas, parce que moi, quand j'ai quitté Charlie il y a 5 mois, c'était parce que j'avais trop de travail, Trop je de voulais faire autre chose. Voilà, maintenant, les choses n'ont pas forcément changé, sauf Vous n'avez pas été l'actualité, contacté, en tout cas. Mais en fait, il se passe des choses. Après, je ne sais même pas ce que ça va devenir, quoi. C'est encore, tout le monde est encore... C'est encore trop tôt. Bon, Fauve d'or, c'est le deuxième, c'est comme la double palme d'or de Coppola à Cannes, c'est un événement, vous en avez eu 2, Fauve d'or à Angoulême dimanche dernier, l'album de l'année, c'est L'Arabe du futur, Riyad Sattouf, chez un éditeur qui n'est pas mécontent de l'affaire, Alary Édition, 2 tomes à venir d'ici 2016. Merci d'être venu, Riyad Sattouf, dans 28 minutes. Et en bonus ce soir, dans le replay enrichi de 28 minutes, vous pouvez découvrir, si vous n'avez pas les moyens, vous ne voulez pas l'acheter, les premières pages de L'Arabe du futur.